bien, je crois que nous pouvons commencer. Et donc, je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui, pour cette séance du séminaire consacré à la nature humaine, Jean-Christophe Bardou. Jean-Christophe est ancien élève de l'École normale supérieure, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et il est actuellement professeur d'histoire des philosophies modernes à l'Université de Rennes. Ses recherches absolument importantes et tout à fait, je dirais même exceptionnelles, portent principalement sur les métaphysiques et les théories de la connaissance de l'âge classique et des Lumières. On lui doit, parmi ses nombreux livres, un formidable Malebranche et la métaphysique, ensuite un essai sur la morale de Malebranche, la vertu de la philosophie, et 2 tomes dont je vous laisse mesurer le poids, parce que voici le 2e qui vient de paraître, Penser l'existence. Donc le tome 1, L'existence exposée, donc qui concerne l'époque médiévale, qui avait été couronné en 2014 par le prix Biguet de l'Académie française. Et donc le 2e qui vient donc de sortir, que j'ai quand même par certains biais déjà un peu lu, puisque ça fait partie de l'HDR au jury de laquelle j'étais, cher Jean-Christophe, et donc j'ai eu quelques primeurs du contenu. Voilà. Mais quelque chose me dit qu'étant donné la façon dont Jean-Christophe travaille, depuis, le volume a été médité, repris, qu'il y a un certain nombre d'ajouts qui ont été réalisés en fonction des travaux plus récents, etc. Donc, je pense que je ne me trompe pas en disant que je vais quand même faire pas mal de découvertes. Bien. Alors, on doit aussi un nombre impressionnant à Jean-Christophe de direction d'ouvrages collectifs, à Vicenne, Hugues de Saint-Victor, Pierre Abélard, sur la science, donc des textes médiévaux et modernes qu'il a présentés et traduits en codirection avec Olivier Boulnois. Un magnifique volume 3, dont je lui parlais à l'instant, qui est d'une érudition époustouflante, philosophie et théologie, donc une anthologie de textes, mais avec une immense étude, donc consacrée pour le volume 3 à l'époque moderne. Et donc cette magnifique introduction que je vous recommande, Le Verbe et la raison. Un fort volume aussi de 400 pages, en codirection avec Vincent Carreau, à Malebranche de la recherche de la vérité, toujours en et avec Denis Moreau, et en codirection avec Carreau, Diderot et la philosophie. Sans compter les multiples éditions de textes, pas seulement Malebranche de la recherche de la vérité et éclaircissement, Réponse à Régis et annexes, nouvelle édition, présentation et notes, une édition de textes René Fédé, Méditation métaphysique, et François de Lannion, Méditation, un auteur extrêmement intéressant, les Méditations sur la métaphysique de François de Lannion, que vous aviez édité en 2009, je me sens bien, hein, 313 pages. Bon. Ensuite, une nouvelle édition, présentation et notes aussi des Conversations chrétiennes de Malebranche, Méditation sur l'humilité et sur la pénitence. Et puis, il y a, je crois qu'il n'est pas encore paru, le Malebranche, le traité de la nature et de la grâce, en la nouvelle édition. Si, il est sorti. Non, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Voilà. Bon, et pour ne rien dire de vos traductions, par exemple, de Thomas d'Aquin, Le monde en idées, présentation et traduction de la question 3 du De Veritate, et dans le même volume, donc en codirection avec Olivier Boulnois sur la science divine, Pierre Lombard, Dieu ne dépend de rien, présentation et traduction partielle des distinctions 35 à 38 du premier livre des sentences. Bon, inutile de vous dire que le nombre d'articles et de chapitres d'ouvrages
collectif que l'on doit au professeur Bardou est absolument impressionnant. Et pour mesurer aussi tout l'écho qu'il a dans le milieu professionnel international de la philosophie, on lui a confié dans le Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism le chapitre consacré à Malebranche. Donc sans plus attendre, parce que je sais que vous êtes tous impatients comme moi de l'entendre, je lui laisse la parole pour approfondir donc le sujet qu'il a choisi d'aborder pour notre séminaire, Essence de l'homme ou nature de l'homme à l'époque moderne. Cher Jean-Christophe, c'est à vous. Merci, chère Claudine. Oui, le micro est bien positionné, vous m'entendez ? Je dois préciser, puisque vous avez eu l'amabilité de signaler la publication du tome 2 du livre sur l'existence, à la demande de l'éditeur, qui n'est pas encore en vente, au cas où, improbable, quelqu'un aurait ici l'idée étrange de vouloir l'acheter, il ne sera mis en vente que le 10 avril. Voilà. Et on m'a bien demandé de le dire, parce que Vrin ne souhaite pas que quelqu'un se présente et dire que ce n'est pas encore en vente. Voilà. Donc, je me permets, sur la demande de l'éditeur, d'apporter cette précision. Je suis extrêmement honoré de votre invitation, chère Claudine, nous nous connaissons depuis longtemps, et c'est vraiment un plaisir, mais aussi et d'abord un honneur pour moi, que vous m'ayez invité à votre séminaire sur la nature humaine. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de ne pas vous décevoir, et donc j'essaierai de présenter quelques remarques sur le problème de la nature humaine en relation avec le problème de l'essence, sachant que c'est une des lignes de force de la réflexion du professeur Tiercelin, et modestement aussi une des miennes. Et donc je voudrais interroger le rapport à l'époque moderne, entre autres, entre les concepts de nature et d'essence. De quoi la nature humaine est-elle le nom? Et du reste, est-elle le nom de quoi que ce soit? Ne serait-elle pas qu'un nom vide, un de ces universaux qui ne renvoie à rien, pour se réduire à un simple concept, à une représentation mentale sans objet? Mais d'ailleurs, assigner l'homme à une nature, n'est-ce pas le meilleur moyen d'en manquer l'originalité la plus radicale et, si l'on ose dire, la spécificité? L'homme ne serait jamais autant lui-même que lorsque sa liberté ou sa créativité l'affranchissent de toute nature. Cependant, dans le même temps, parler ainsi de l'homme n'implique-t-il pas qu'on postule, sans toujours se l'avouer, une certaine conception de la nature humaine, fondement implicite d'un tel propos généralisant? Au fond, en finit-on jamais avec elle, y compris dans le champ des sciences humaines les plus méthodologiquement résolues, à neutraliser tout postulat métaphysique? Outre ces réserves d'ordre ontologique, épistémique et scientifique, on est bien souvent tenté de faire de la nature humaine l'alibi et la caution d'une paresse théorique, d'une certaine facilité justificatrice face à l'inexplicable de nos comportements. Devant les crimes les plus abjects ou les travers les plus constants de nos semblables, n'est-on pas, trop souvent, tenté d'en appeler à la nature humaine pour en faire l'unique, voire l'ultime facteur explicatif de nos tendances ou de nos habitudes, singulièrement lorsqu'elles sont réputées mauvaises? Le cortège de nos multiples défauts, plus encore que nos qualités les plus éclatantes, serait ainsi imputable à cette mystérieuse nature, censée tout expliquer, à commencer par nos faiblesses, sans être elle-même explicable. De surcroît, invoquer la nature comme facteur explicatif dans le champ éthique, n'est-ce pas lui conférer, avec une profondeur dont on l'affuble si libéralement, le mystérieux pouvoir d'orienter nos choix les plus apparemment libres? Face à cette mystérieuse et impérieuse nature, que reste-t-il de la liberté? Au vu de ces inconvénients théoriques ou de ces dangers pratiques, ne serait-on pas bien inspiré de répudier, si l'on ose dire, cette nébuleuse nature humaine? Et pourtant, pour vilipender qu'elle soit de toutes parts, elle n'en continue pas moins d'occuper le devant de la scène jusqu'à saturer certains champs discursifs, voire nos représentations les plus communes. Or, une telle rémanence n'est pas sans raison et tient probablement à certaines contraintes qui pèsent sur nos modes de penser et d'abord de connaître. En revanche,
S'il y a aujourd'hui encore, et malgré les difficultés auxquelles elle s'expose, un besoin récurrent de nature humaine, il importe urgemment de savoir de quoi on parle et tout simplement ce que véhicule cette expression décidément insistante. Si l'apport des sciences positives est irremplaçable, les philosophies médiévales et modernes contribuent, me semble-t-il, à une nécessaire clarification conceptuelle. Je défendrai l'hypothèse suivante. L'apparente faiblesse théorique du concept de nature humaine, que j'évoquais à l'instant, repose au fond sur une conception essentialiste de la nature humaine, elle-même fondée sur une certaine manière de concevoir ce qu'est une essence. Or, une bonne part de l'effort théorique de la modernité, bien avant que Sartre ne proclame que l'existence précède l'essence, vise à disjoindre nature et essence, en vue peut-être de libérer la nature de la tutelle ou de l'emprise de l'essence, du moins d'une version métaphysiquement rigide de l'essence. Qui aura-t-on gagné ? Au plan anthropologique, se donner les moyens d'adapter la notion de nature aux contraintes spécifiques du qualificatif qui nous occupe, humaine. Au plan métaphysique, d'imposer, sous peine d'une disqualification sans appel du concept de nature, une sérieuse révision de l'essence. Essence de l'homme, nature humaine, espèce humaine, autant de notions et de locutions qui, de prime abord, semblent proches, consonantes, si ce n'est synonyme. Qu'il s'agisse de l'homme ou de n'importe quelle entité, on parlera indifféremment de nature ou d'essence pour signifier ce qui est proprement constitutif de cette entité, par distinction, voire en opposition à des caractères plus extérieurs, variables et accidentels. On parlera ainsi de l'essence de l'homme ou de sa nature, pour penser l'homme en ce qu'il a de plus propre et finalement le définir. Définir l'homme comme animal rationnel, donc par ce qu'on appelle son genre animal et sa différence spécifique, la rationalité. Faire cela revient à en fixer la nature ou l'essence. Si les médiévaux parlent plus volontiers de nature humaine ou de l'homme, cette nature reste pensée dans l'horizon de son essence. Esse rationale est de essentia hominis, déclare Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, première partie, question 25, article 6. Définir, c'est donc énoncer l'essence. Somme théologique, première partie, question 13, article 1. Ce qui revient, dans un contexte aristotélicien, à énoncer universellement et abstraitement que l'homme est le composé d'une âme intellectuelle et d'un corps, apte à se laisser informer par cette âme. Selon sa nature ou son essence, l'homme reste un vivant animé et rationnel, un zoon logikon. Or, cette proximité conceptuelle de la nature et de l'essence engage au moins deux décisions. Premièrement, la nature renvoie à un universel spécifique. L'essence fixe les traits de l'espèce, comme le dit Thomas dans la Somme contre les gentils, cette fois 2, 92, 9. Par définition, elle vaut pour tout homme, réel ou simplement possible. La nature humaine, dit Thomas, est commune à beaucoup selon la chose et selon la raison. Natura humana communis est multis est secundum rationem et rem. Texte que vous trouvez dans la Somme théologique, première partie, question 13, article 9. La nature vaut indifféremment pour tout individu en qui elle se réalise. Elle détermine donc invariablement ce qu'est l'homme, son essence, mais laisse hors d'elle les circonstances de son existence concrète. Conformément à une thèse constante de l'Akinate, l'essence est, comme on sait, réellement distincte de l'être, qui, de l'extérieur, vient l'actualiser. Deuxième remarque, il importe de distinguer deux questions, celle du statut intrinsèque d'une nature et la manière dont elle se trouve réalisée ou instanciée par les individus, ainsi l'enfant ou l'homme fait. Du premier point de vue, la nature humaine, considérée en elle-même donc, se signale par son invariance, ce qui s'entend en deux sens. En premier lieu, comme n'importe quelle nature ou essence, celle de l'homme est immuable dans la mesure où elle fixe une fois pour toutes les caractères physiques et mentaux distinctifs d'un certain type vivant. En second lieu, ce que l'Akinate nomme la forme substantielle de l'homme, ce par quoi chaque individu appartient à l'espèce humaine, c'est-à-dire une âme intellective qui informe un corps, n'est pas susceptible de variations graduelles. On n'est pas plus ou moins homme. Si certains hommes
pensent mieux ou davantage, si d'autres, ou les mêmes, sont moralement meilleurs, bref, s'ils se perfectionnent, ou inversement, si certaines de leurs facultés perdent en puissance, ces variations, pour autant, n'affectent pas directement l'essence ou la nature humaine. La forme substantielle qui fait que l'homme est homme et pas autre chose n'est pas susceptible de plus ou moins. Somme théologique, question 76, article 4, réponse à la 4e objection. La réponse à une possible objection le confirmerait. Après tout, dira-t-on, le thomisme n'est pas le dernier mot de la pensée médiévale. En d'autres contextes théoriques, on ne saurait maintenir une telle invariance de la forme. Je songe à la célèbre théorie dite de l'intensification des formes ou inversement de leur rémission, comme disent les médiévaux. Cette doctrine stipule qu'une même forme peut varier en intensité. Par exemple, à l'instar de la chaleur, on se demandera ainsi si la charité peut augmenter et éventuellement jusqu'à l'infini. S'agit-il alors de la même forme qui s'intensifie ou à chaque nouveau degré de charité, y a-t-il disparition de la première forme au profit d'une autre? Or, si les facultés de l'âme sont elles-mêmes des formes susceptibles de se perfectionner, et si elles contribuent par ailleurs à constituer l'essence de l'homme, ne faut-il pas en conclure que la nature humaine elle-même serait capable de variation, d'une sorte d'intensification dans certains individus particulièrement doués ou, comme on dit, favorisés de la nature? Or, me semble-t-il, tel n'est pas le cas. Encore une fois, on n'est pas plus ou moins homme, comme on est plus ou moins rapide aux 100 mètres. Si la Renaissance s'est plu à exalter la dignité de l'homme, que l'on songe à Gianoso Manetti ou au De Dignitate Hominis de Pic de la Mirandole, c'est bien la nature humaine comme telle qui se trouve concernée en tant qu'elle est magnifiée sur une échelle qui la place au sommet de la création. Les caractères que je viens d'évoquer, généralité abstraite et invariance dans l'ordre logique et temporel, semblent peut-être condamner la notion médiévale de nature humaine à une certaine et relative pauvreté théorique. Dès lors, une véritable science de l'homme ou une science de l'homme véritable impliquait-elle de congédier la nature humaine comme un universel incapable d'atteindre ce qu'il prétend penser? Faut-il, au fond, faut-il renoncer à penser l'homme selon sa nature? Probablement, si on s'en tient à un tel concept de nature humaine. Telle ne sera pas toutefois la thèse que je défendrai, appuyée qu'elle sera sur les profondes mutations, voire les métamorphoses qu'endurent les figures modernes de la nature humaine. La modernité impose en effet à cette notion, aux contours mouvants, un certain nombre de déplacements, de disqualifications, mais aussi bien de requalifications. Or, quelle que soit la diversité de ces remaniements théoriques et les contextes qui les suscitent, ils impliquent tous de donner son congé à l'essence. Il n'y a plus lieu de parler d'une essence de l'homme ou d'une essence humaine, ce que confirmeraient quelques sondages lexicaux pratiqués dans les principaux corpus de l'époque moderne, j'entendrai par là les XVIIe et XVIIIe siècles. Pour établir ce nécessaire découplage de la nature et de l'essence, j'évoquerai tout d'abord la disqualification pascalienne du concept de nature, mais sauver la nature humaine reste toutefois possible, ce que je suggérerais en explicitant une première requalification que je qualifierais de nomologique, développée dans l'horizon du cartésianisme. Le concept humeien de nature humaine fonde en outre une nouvelle requalification que j'examinerai ensuite de nature opérative et dispositionnelle. Au regard des conceptions médiévales, dominées par une forme d'essentialisme, ces différentes figures mettent en lumière une approche plus souple, mais qui reste, pour ainsi dire, statique et invariable de la nature de l'homme. Il n'en va plus de même avec plusieurs philosophes et savants du XVIIIe siècle qui lui confèrent un dynamisme inédit et l'inscrivent dans une nouvelle forme d'historicité immanente qui prélude à une première esquisse d'évolutionnisme. J'en viens donc à Pascal. Les pensées de Pascal conduisent à deux disqualifications différentes de la nature humaine. L'une et l'autre s'autorisent de ce que plusieurs commentateurs récents désignent comme les deux anthropologies pascaliennes. La première anthropologie repose sur l'opposition de la grandeur et de la misère de l'homme, développée dans l'entretien avec M. de Sacy, puis dans certains fragments des Pensées.
La deuxième anthropologie suppose de dépasser un discours fondé sur la nature, discours toujours condamné à une forme d'abstraction, pour atteindre l'homme dans son existence concrète. Deux gestes caractérisent la première anthropologie et mettent en question l'unité, la consistance et la puissance explicative des conceptions jusqu'alors disponibles de la nature humaine. Avant d'y venir, je rappelle que l'opuscule sur l'esprit de géométrie avait déjà disqualifié les définitions philosophiques de l'homme, de même qu'il est inutile de définir les concepts premiers de la géométrie ou de la physique, tels l'espace, le temps, le mouvement, le nombre, l'égalité, voire l'être lui-même, parce que ces notions sont plus claires que toute définition qu'on en pourrait donner. Eh bien, de même, il est inutile de définir homme, chacun sachant déjà ce qu'il est. Et Pascal de ridiculiser sa définition platonicienne comme animal à deux jambes sans plumes. Repartons d'une séquence du fragment Lafuma 131 que je cite. Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toute chose, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, cloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? Certainement cela passe le dogmatisme et pyrrhonisme et toute la philosophie humaine. Fin de citation. Ce texte, dans ma perspective, appelle trois remarques. Premièrement, l'élucidation de l'homme ne peut faire fond sur un concept directeur et normatif de nature. L'homme est une chimère, un chaos, un monstre que le fragment précédent, le 130, qualifiait déjà d'incompréhensible. Il est aussi et peut-être surtout un sujet de contradiction. Entendons cette formulation dans toute sa rigueur. Il est un sujet, au sens ancien d'un suppôt, qui supporte simultanément et non successivement des états contraires, que nomment les notions de grandeur et de misère. Les lignes suivantes multiplient les antithèses pour illustrer cette condition double, juge de toute chose et dépositaire du vrai par sa raison, mais dans le même temps invinciblement en proie à l'erreur. Deuxième remarque, nous sommes donc face à une énigme, à un embrouillement que les philosophes ne peuvent débrouiller. Cela passe le dogmatisme, dit Pascal, entendons avec Aristote ou Épictète, le stoïcien, ceux qui prétendaient lucider l'homme en se fondant sur un concept rigoureux de sa nature. Cela passe et met tout autant en échec les pyrrhoniens, dont Montaigne constitue l'un des types achevés, incapables de prendre en compte l'aptitude qui nous reste d'accéder au premier principe des choses, fragment 110. En bref, l'homme est pour lui-même un paradoxe, il passe l'homme et le passe même infiniment, selon les termes du même fragment 131. Troisième remarque, fondée sur un concept unilatéral de la nature humaine, la philosophie s'avère incapable d'atteindre l'homme. Les différents discours philosophiques, tous partiels, privilégiant soit la grandeur, soit la misère, manquent cette condition paradoxale de l'homme que la liasse contrariété souligne à l'envi. Fragment 119 et suivant notamment. Seul un discours d'une autre provenance et d'une autre nature théologique dévoile précisément la véritable nature de l'homme, débrouille l'embrouillement. Je cite, « Apprenons donc de la vérité incréée et incarnée notre véritable nature ». Fin de citation. Parce qu'en définitive, l'homme est inconcevable à soi-même sans le secours de la foi. Fin de citation. Il convient donc d'en finir avec l'illusion d'un discours qui prétendrait figer et viser l'homme dans l'unité d'une nature essentialisée. Au concept de nature, le fragment 131 substitue alors celui de condition qui désigne un certain état existentiel et temporel de la nature. Or, précisément, cette condition est double. Je cite, « N'est-il donc pas clair comme le jour que la condition de l'homme est double ?» Texte ensuite raturé par Pascal. C'est que la nature a été corrompue, altérée par un événement contingent, la chute du premier homme. D'où le dédoublement. Si nous n'étions pas affectés par ce fait, donc non corrompus, nous posséderions encore vérité et bonheur. Mais inversement, si notre première nature était intégralement corrompue, nous n'aspirerions même plus à ce qui nous échappe, nous n'accéderions plus au vrai qui nous échappe. Nous n'aurions nulle idée de vérité ni de bonheur. La révélation disqualifie ainsi
les conceptions philosophiques de la nature humaine, dont elle ne voit chacune qu'un aspect, grandeur avec le stoïcisme, misère avec Montaigne, ignorantes qu'elles sont du déchirement constitutif de notre condition. C'est bien la défaillance anthropologique des concepts philosophiques de nature que vise Pascal lorsqu'il écrit, je cite, « Sans la connaissance de cette double condition de la nature, on était dans une ignorance invincible de la vérité de sa nature. » Fin de citation. Il convient donc de congédier la nature humaine des philosophes. Toutefois, Pascal ne s'en est pas tenu là, comme je l'annonçais tout à l'heure. On peut en effet se demander si cette première élucidation de l'homme, selon une nature, fût-elle dédoublée, évidemment, ne se condamne pas à une forme d'abstraction. Conjurer ce risque revient à la deuxième anthropologie qui, cette fois, cherche moins à définir ou à fixer les états d'une nature humaine qu'à décrire concrètement les hommes, le fragment sur le divertissement en parle d'emblée au pluriel, à décrire concrètement les hommes et les modalités de l'existence humaine. Tel est l'objet des analyses du divertissement que je ne pourrais évoquer, me contentant de noter qu'elles sont marquées par le thème du mouvement, d'une agitation constitutive qui suffirait peut-être à récuser toute tentative d'une fixation de l'homme dans une nature. J'en viens à la première requalification possible de la nature humaine dans l'horizon moderne. L'anthropologie cartésienne permet, me semble-t-il, une première requalification nomologique de la nature humaine. Je ferai 2 remarques liminaires. Premièrement, Descartes congédie, comme on le sait, la question « qu'est-ce que l'homme ?» dans sa formulation traditionnelle. Après avoir affirmé la première vérité absolument certaine, « je suis, j'existe », la deuxième méditation questionne immédiatement ma nature. Qu'est-ce que je suis ? Il s'agit donc de parvenir à la connaissance de mon essence ou de ma nature. D'où la reprise de l'examen de mes anciennes opinions pour éliminer, bien sûr, tout ce qui tombera sous le coup du doute. Or, que croyais-je donc être avant de commencer à philosopher ? Eh bien, évidemment, la première réponse qui vient à l'esprit était que j'étais tout simplement un homme. Peut-on s'en satisfaire ? Assurément non, et pour un motif qui frappe au cœur la définition aristotélicienne de l'homme, la définition aristotélicienne puis médiévale. L'affirmation « je suis un homme » nous entraîne en effet dans une série indéfinie de questions. Dire que je suis un homme implique de le définir, par exemple comme animal rationnel, ce qui, à ce stade de la méditation, est impossible. Il faudrait en effet alors définir animal, puis rationnel, puis mobiliser encore d'autres définitions, substance, vivant, etc., au risque de ne jamais en finir. Il conviendra donc de frayer une toute autre voie et énoncer que je suis non pas un homme, mais une chose qui pense, res cogitans. La pensée seule constituant l'essence de l'ego. L'égologie cartésienne, donc, implique d'accéder à notre nature tout autrement que par la voie de la définition ou de l'analyse conceptuelle. Deuxièmement, deuxième remarque liminaire, je voudrais souligner l'évidente polysémie des usages cartésiens de la nature. Descartes convoque le lexique de la nature et de l'essence qu'il met en équivalence, tout comme le duc de Luynes, son premier traducteur. Ainsi, dans la méditation 5, les idées des figures géométriques me représentent de vraies et immuables natures, une nature ou forme ou essence déterminée, Adantanerie 7,64 et 9,51 pour la traduction Luynes. C'est la même équivalence en latin, je me permets de le préciser. De même, dans ce contexte, nature est bien équivalent à essence, ce que les ajouts du traducteur laissent entendre. Dans la méditation 6e, cette fois, là où le latin ne porte que essentia à propos de l'esprit, Luynes ajoute ma nature ou mon essence. Et de même un peu plus bas, toujours dans la 6e méditation, à propos des corps. Ces libertés de traduction sont cependant rigoureusement cartésiennes, Descartes lui-même usant indifféremment des termes natura et essentia. La méditation 5 évoque, par exemple, la nature de mon esprit, natura mentis, mais la 6e déclare qu'il n'appartient rien d'autre à ma nature
ou à mon essence, ad naturam sive essentiam, hormis que je suis une chose qui pense. Observons toutefois que, lorsque Descartes évoque la nature de l'homme, cette fois, une telle équivalence ne vaut plus ou n'a plus cours. Ainsi donc, il y aurait une nature ou une essence de l'esprit, bien entendu la pensée, cogitatio, et une nature ou essence de la matière, l'étendue, mais il n'y aurait pas d'essence de l'homme, cette expression ne se rencontrant, pour ainsi dire, que très exceptionnellement, et non pas dans un corpus, si je puis dire, primaire de Descartes. En d'autres termes, il y a bien une essence ou une nature de chaque substance, composante, corps et esprit, mais seulement une nature de l'homme sans essence assignable en tout cas, en tant que l'homme est le composé de ces deux substances. La traduction des quatrièmes réponses, la traduction Claircelier, 977, est donc trompeuse qui évoque l'essence de l'homme entier, là où précisément le latin évite ce lexique et porte hominis integri naturam. Ces remarques lexicales suggèrent une hypothèse. L'homme est un composé de deux substances hétérogènes, mais substantiellement unies et en interaction constante. Appliquée à l'homme ainsi compris, la nature cesse de désigner une essence. Elle n'est pas une entité positive, mais revêt une acception strictement nomologique. Partons, pour essayer de le montrer, de la mention de la nature de l'homme présente dans le titre de la première partie du traité des passions de l'âme. Des passions en général et, par occasion, de toute la nature de l'homme. L'unique mention de la nature de l'homme dans le traité intervient à propos de la théorie générale des passions et donc des modalités de l'union de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est-à-dire des interactions entre les deux substances composantes. Penser la nature de l'homme, c'est penser l'union de ses composants et les interactions réglées et régulières entre ces deux substances. Deux conséquences s'ensuivent. Premièrement, la nature humaine revêt un certain dynamisme fondé sur la causalité réciproque des composants. Deuxièmement, elle admet, de ce fait, une dimension proprement existentielle, ce que confirmerait l'architecture de la méditation 6, qui traite de l'union après avoir établi la distinction des substances, puis l'existence des corps. La nature de l'homme consiste donc dans le composé. Or, cette composition des substances n'est pas un mélange qui impliquerait la disparition des éléments constituants. Par l'intermédiaire de la fameuse glande pinéale, siège principal de l'âme, l'âme agit sur le corps pour le mouvoir, et réciproquement, le corps agit sur l'esprit, Passion de l'âme, articles 34 et 41. Toutefois, il n'existe aucune relation essentielle et partant nécessaire entre un fait mental, tel une sensation ou une volition, et un événement physique, tel un mouvement corporel. La relation effective entre une disposition physique de la matière et la perception d'une couleur déterminée résulte d'une règle, voire d'une forme de codification arbitraire. Inversement, la volonté de lever la main, fait mental, obtient sa réalisation corporelle, le mouvement physique de la main, au titre d'une connexion, elle aussi, arbitraire, entre ces deux faits incommensurables. La sixième méditation, Ad Antanri, tome 9, page 69, l'avait déjà clairement formulée à propos de la perception de la douleur pour établir deux affirmations solidaires. Premièrement, que la perception d'une douleur localisée dans le pied n'a rien à voir avec la lésion physique du pied. Et deuxièmement, que la perception se produirait identiquement si le nerf transmetteur se trouvait lésé en n'importe quel point de son trajet jusqu'au cerveau. Il n'y a donc aucune affinité, affinitas, entre une modification physique de l'estomac, par exemple, la dimension physique de la faim, et le désir de manger. Et pas davantage entre une douleur, pas davantage n'y a-t-il affinité entre une douleur et la tristesse qui s'ensuit. Le mouvement cérébral, à l'origine de la perception de la douleur, est l'objet d'une institution de la nature, institutus a natura. Je cite, la nature ou l'habitude ont diversement joint chaque mouvement de la glande à chaque pensée. Fin de citation, Passion de l'âme, article 44, puis 50. Ce caractère d'institution
s'impose du fait que l'union est indéductible de chaque essence composante. Je cite, « Et encore que l'esprit soit de l'essence de l'homme », c'est la fameuse unique occurrence d'essence de l'homme dans le corpus cartésien, « et encore que l'esprit soit de l'essence de l'homme, il n'est pas néanmoins à proprement parler de l'essence de l'esprit qu'il soit uni au corps humain. » Fin de citation, quatrième réponse, 971. La conjonction réglée et constante des mouvements et des modes de la pensée, perception, passion, etc., n'est pas fortuite, mais relève d'une corrélation instituée par la nature, expression qui se retrouve en divers contextes chez Descartes, passion de l'âme, par exemple, articles 90, 94 et 137. De même encore, la relation entre une certaine modification cérébrale et la passion de la peur, ainsi que les effets corporels qui s'ensuivent, est instituée de la nature, article 36. Le langage se montrerait lui aussi susceptible d'une analyse comparable que je ne peux développer ici, article 50. Dans ce nouveau contexte, qu'est-ce donc que la nature de l'homme ? Un premier élément de réponse s'impose, dans la mesure où elle nomme et renvoie à l'ensemble des corrélations entre événements mentaux et physiques, constitutifs de l'union. La nature de l'homme n'est en elle-même ni une essence, ni une troisième substance issue des deux autres. En ce sens, elle est déréalisée. Elle ne désigne, mais c'est beaucoup, que l'ensemble des règles ou des lois instituées par son auteur en vue d'assurer l'union psychophysique. En un mot, la nature humaine est la loi d'une relation. Elle est en outre une source d'information et de croyances généralement justifiée, orientée à la conservation du composé humain. La formule « la nature nous enseigne », doctus ou doceor a natura, revient comme un leitmotiv tout au long de la méditation 6. La nature s'apparente à une sorte d'instinct pré-rationnel, ce que montre l'opposition que construit Descartes entre impulsion naturelle, impelli a natura, et l'activité rationnelle. La nature nous enseigne ce qu'elle a institué, ainsi l'union très étroite du corps et de l'esprit, ou encore la présence de corps autour de nous, en tant qu'ils nous sont utiles ou nuisibles. En ce sens, la rationalité ne constitue plus la différence propre à la nature humaine. Faut-il voir dans ces expressions un retour du refoulé, la personnification d'une instance occulte et mystérieuse, telle la nature mère de la Renaissance ? En aucun cas, me semble-t-il, car cette constitution ou institution nous renvoie en définitive à son instituteur, d'où les trois définitions de la nature, puis de la nature humaine, énoncées dans la sixième méditation. Première définition, Dieu même, Deum ipsum, ou ce qu'il produit, à savoir la coordination des choses créées, instituées par lui. Deuxièmement, la nature de l'homme, comprise comme complexion de tout ce qui m'a été attribué par Dieu. À Dantonnerie 7, 80. Une telle nature ne consiste plus qu'en la disposition réglée ou réglant les relations entre les substances composantes, ce que suggère la complexio comme ce qui est tenu ensemble. Troisième définition, plus restrictivement, la nature humaine renverrait d'abord non plus au corps seul ou à l'esprit seul, mais aux choses que Dieu m'a données, mais comme étant composées de l'esprit et du corps. 9, 65, 66. D'où une difficulté redoutable. Car si la nature enseigne, elle peut aussi être trompeuse, comme en témoigne l'exemple fameux de l'hydropique, dont le désir de boire lui est finalement nuisible, mais néanmoins dicté par la nature. La sixième méditation instruit un véritable procès de la nature pour la justifier en tant qu'institution bonne, au moins en tant qu'elle assume une règle générale, qu'elle définit des règles générales, en dépit d'une tromperie résiduelle toujours possible, en raison de la manière dont opère la conduction nerveuse. Cette constitution nomologique de la nature de l'homme est, me semble-t-il, indéniablement confirmée par l'occasionalisme de Malebranche. Je précise d'emblée qu'à l'instar de Descartes, Malebranche évite de recourir au vocabulaire de l'essence, qu'il mobilise cependant volontiers à propos de l'étendue, des nombres, voire de l'esprit. Je cite, « La pensée toute seule est donc l'essence de l'esprit, ainsi que l'étendue toute seule est l'essence de la matière. » Fin de citation, Recherche de la vérité, livre 3, Thomas, page 382.
Avant d'évoquer les conséquences de sa doctrine de la causalité, je voudrais rappeler brièvement les 3 coordonnées qui dessinent la perspective dans laquelle est abordée notre question. Premièrement, dès la préface de la recherche de la vérité, Malebranche insiste sur l'étrange paradoxe selon lequel la science de l'homme est aussi nécessaire que négligée des philosophes. Formule que reprendra presque mot à mot Hume d'ailleurs. Toutefois, l'ouvrage n'évoque que rarement la nature de l'homme et ne lui consacre aucun développement spécifique. À moins de postuler qu'il ne remplit pas son programme, il faut conjecturer que l'élucidation de l'homme s'accomplit ailleurs et autrement, notamment avec les analyses de l'imagination au livre 2. Deuxième remarque, le paradigme de la connaissance parfaite consiste, comme on le sait, dans la vision des idées mêmes de Dieu, idées grâce auxquelles nous accédons aux essences des créatures, au moins matérielles. Or, l'homme n'est pas vu en Dieu, car si nous voyons en Dieu l'essence des corps, nous n'avons pas même accès à l'idée de notre esprit, et moins encore à l'idée d'une nature humaine. En conséquence d'une telle restriction, la science de l'homme, chez Malebranche, requiert d'autres opérateurs et une analyse expérimentale des interactions factuelles, mais légalisées entre ces composants. Troisième remarque, pour Malebranche, comme pour Duns Scott avant lui, la nature de l'homme n'est plus telle qu'elle fut premièrement instituée. On ne saurait ignorer les conséquences d'un fait historique, car si les essences n'ont pas d'histoire, la nature humaine en a une, marquée qu'elle est par une dégradation, une corruption due au péché originel. En d'autres termes, à la différence des essences qui sont éternelles et donc immuables, la nature de l'homme est sujette à un devenir temporel qui s'est soldé par l'inversion de la hiérarchie qui prévalait originellement entre les substances composantes, l'esprit étant désormais soumis au corps en dépit de sa supériorité ontologique. Sur la base de ces rappels, je voudrais développer 3 thèses malbranchistes. Premièrement, la théorie malbranchiste de la causalité, connue sous le nom d'occasionnalisme, stipule qu'aucune entité créée, corps ou esprit, ne possède un quelconque pouvoir causal. Il faut en finir avec toutes les formes du naturalisme, dit Malebranche, qui n'est qu'une sorte de paganisme de la raison. Seul Dieu, en effet, exerce la causalité efficiente sur une nature qu'il crée et maintient constamment dans l'être. En conséquence, les 2 substances qui composent l'homme n'agissent pas réellement l'une sur l'autre. L'union de l'esprit et du corps est donc intégralement déréalisée. Deuxièmement, si Dieu seul agit, il n'agit pas n'importe comment, mais il agit en se conformant aux lois qu'il a lui-même prescrites à la nature, laquelle se réduit en définitive à l'ensemble des lois qui gèrent les relations entre les différentes entités matérielles et spirituelles. Dieu seul produit ainsi les mouvements des corps à l'occasion des chocs, les sensations à l'occasion des mouvements imprimés sur les organes sensoriels par les corps extérieurs, ou encore les mouvements des membres à l'occasion des actes de la volonté. Troisièmement, la nature de l'homme ne fait pas exception à cette approche nomologique de la nature, puisqu'elle se réduit à l'ensemble des lois qui gouvernent les associations entre les événements mentaux et physiques. 2 remarques confirment ce point. Tout d'abord, traiter des relations entre corps et esprit consiste à énoncer les lois de leur union et à en décrire les effets. L'expression « loi de l'union » revient fréquemment sous la plume de Malebranche. On lit ainsi dans les Méditations chrétiennes, 6, paragraphe 11, ou encore 8, 27, que je cite, « C'est donc lui seul qui remue ton bras par l'efficace de sa volonté, il s'agit bien sûr de Dieu, mais en conséquence de tes désirs, par eux-mêmes inefficaces. Il a établi les lois naturelles de l'union de l'âme et du corps, qu'il suit constamment, et par elles, il te communique la puissance que tu as sur ton corps, et à ton corps, celle qu'il a maintenant sur ton esprit. » Fin de citation. Deuxième remarque, l'explication de la nature humaine repose centralement sur la théorie de l'association des idées et des traces cérébrales développée au livre 2 de la recherche, qui traite de l'imagination et qui, le fait n'est pas anodin, comporte lexicalement la plus forte concentration des occurrences et des mentions de la nature de l'homme. Traiter de celle-ci
consiste donc principalement à comprendre les mécanismes d'association des idées avec les traces inscrites dans la matière cérébrale. La nature humaine implique au fond un substrat somatique. Pour le montrer, attardons-nous à un chapitre du livre 2, première partie, chapitre 7. Malebranche y expose notamment sa fameuse théorie de la contagion imaginative de la mère sur l'enfant à naître. Les mères, montre Malebranche, transmettent au fœtus une partie de leurs idées via la configuration du cerveau de l'enfant. Or, une objection se présente alors immédiatement. Il s'ensuit, en effet, que, je cite, « puisque toutes les traces des mères se gravent et s'impriment dans le cerveau des enfants, les enfants devraient naître avec les mêmes habitudes et les mêmes qualités qu'ont leurs mères et même les conserver ordinairement toute leur vie. » Fin de citation. Or, tel n'est pas le cas. Pour résoudre la difficulté et rester fidèle à l'expérience, il conviendra de distinguer deux sortes de traces, les naturelles, ou propres à la nature de l'homme, et les traces dites acquises. Bien que les unes et les autres ne diffèrent que du plus au moins, deux différences les séparent, néanmoins. Contrairement aux traces acquises, qui s'effacent avec le temps comme une blessure se referme, les traces naturelles, étant plus profondément gravées dans la matière cérébrale, sont ineffaçables, telle l'ouverture de la bouche, comme le dit Malebranche. De ce fait, elles conditionneront des représentations mentales constantes tout au long de la vie de l'individu. En second lieu, ces traces naturelles sont liées avec toutes les parties du corps qui contribuent à leur conservation. Ces traces induisent donc des dispositions cérébrales qui, en raison de l'union, engendrent les pensées qui leur correspondent. Et c'est encore via ce substrat somatique que, comme on le sait, Malebranche rendra raison de la transmission du péché originel de génération en génération. La nature de l'homme se ramène donc à un ensemble de comportements et d'inclinations ancrés dans des conditionnements corporels. En raison des interactions des substances, de tels conditionnements déterminent indirectement une bonne part du fonctionnement de l'esprit. Le cartésianisme nous a donc conduit à trois résultats principaux. Premièrement, en la détachant de l'essence, il cesse de penser la nature comme une substance seconde, genre ou espèce. La nature n'est plus un étang, mais un ensemble de lois, d'associations entre des faits que le dualisme des substances et la fin de l'illémorphisme rendent incommensurables. Rien de commun entre une modification matérielle et un fait de conscience qui, pourtant, sont corrélés par une loi constante et déterminée. Deuxièmement, ces lois d'association déterminent des croyances naturelles non rationnelles qui n'en sont pas moins dotées d'un fort degré de persuasion. Nous sommes ici sans doute à l'origine de ce que bien des modernes nommeront, cédant parfois à une forme de facilité, la voie de la nature. Troisième résultat, me semble-t-il, la conviction inhérente à ces croyances repose sur un enseignement de la nature, pour reprendre la formule de la méditation sixième. Malebranche identifie pour sa part les corrélations entre traces cérébrales et représentations mentales comme la base des tendances de notre nature. Il est permis de voir, me semble-t-il, dans cette réduction de la nature à un ensemble de dispositions épistémiques, une des origines du geste humeien, dont on ne niera évidemment pas la radicale nouveauté. J'en viens donc à Hume. Prenons pour fil conducteur des quelques remarques que je voudrais vous présenter, l'introduction tout simplement du traité de la nature humaine, pour présenter trois affirmations qui me semblent décisives. Premièrement, en déclarant que toutes les sciences sont en relation à celles de la nature humaine, Hume confère à la science de l'homme une primauté et une centralité qui, en d'autres contextes, fut revenue à la métaphysique, c'est-à-dire à un savoir premier et fondateur à l'égard des sciences secondes telles la physique. Madame Tiercelin a évoqué ce texte de l'introduction lors de son premier cours. Or, Hume est tout à fait net sur ce point. Je cite, « La science de l'homme est la seule base solide, solid foundation, pour les autres sciences. » Fin de citation. L'homme n'est pas seulement un étang, fût-il éminent, mais l'instance par qui advient ou adviennent toutes les autres sciences,
étroitement connectées qu'elles sont à sa propre nature. Deuxième affirmation, à mon sens fondamentale, nous constituons les sciences à partir de nos pouvoirs et facultés. Il importe donc de connaître d'abord notre entendement, c'est-à-dire une part éminente de la nature humaine, d'où l'analogie militaire. Au lieu de cultiver chaque science pour elle-même, tel un général qui progresserait village après village, il importe bien plutôt de foncer sur la capitale, cette nature humaine elle-même, centre des sciences, Center of Sciences. Je cite, « Il n'y a pas de question importante dont la solution ne soit comprise dans la science de l'homme, Science of Man. » Fin de citation. Élaborer une science de la nature humaine, ce n'est donc pas faire œuvre d'anthropologue et peut-être moins encore de psychologue. C'est, plus radicalement, exhiber les principes généraux de toute science. Je cite, « Quand donc nous prétendons expliquer les principes de la nature humaine, nous proposons en fait un système complet des sciences, Complete System of Sciences, construit sur une base, foundation, presque entièrement nouvelle. » Fin de citation. Je laisse de côté ici le problème classique de l'éventuelle circularité des fondements de la science de l'homme et de la méthode expérimentale, fondée dans une science qu'elle a pour autant à charge de construire. Troisième affirmation, une fois justifié le primat de la science de l'homme, il reste à établir sa méthode et, ce faisant, à préciser ce qu'on entend par nature. La réforme de la science de la nature humaine reposera sur l'expérience et l'observation. La justification de ce choix vient presque immédiatement et nous importe au plus haut point. Je cite, « Car il me semble évident que, puisque l'essence de l'esprit, the essence of the mind, nous est aussi inconnue que celle des corps extérieurs, il doit être également impossible de former une notion de ses pouvoirs et qualités autrement que par de soigneuses et rigoureuses expériences et par l'observation des effets particuliers qui résultent des différentes circonstances et situations où ils se trouvent. » Fin de citation. Cette dernière déclaration appelle là encore deux remarques. En premier lieu, la science de l'homme doit rompre avec ses occurrences du passé et connaître une réforme comparable à celle qui a prévalu en philosophie naturelle un siècle plus tôt. Conformément à une thèse largement partagée à l'époque, Hume nous interdit l'accès à l'essence de l'esprit et donc de l'entendement lui-même. Toute tentative ou tentation pour remonter aux principes originaux et ultimes de la nature humaine, the ultimate original qualities, devra être impitoyablement refoulée. On n'accède à la nature humaine que par ses effets les plus fréquents. Ainsi, l'attraction entre idées est un effet manifeste dont pourtant le philosophe s'abstiendra de chercher les causes, enfouies qu'elles sont dans une nature humaine à jamais inaccessible en elle-même. Traité 1.1.4. De même, la fusion des idées est un principe certain de la science dont les causes peuvent varier, ce qui n'affecte en rien la validité du phénomène en question. 1, 2, 5. La science des règles du fonctionnement de l'entendement, base de la science de la nature humaine, est donc privée de tout ancrage essentiel. Elle devra donc observer et recenser les tendances les plus régulières de l'entendement. En second lieu, se dessine un paradoxe très fécond de l'empirisme. Au moment où s'affirme la centralité d'une étude de la nature de l'homme, l'accès à cette nature, on vient de le voir, nous est donc refusé, à moins précisément de repenser la nature elle-même. Dès lors, la tâche du traité, et singulièrement de son premier livre, consacré, je le rappelle, à l'entendement, s'impose d'elle-même. Identifier les tendances épistémiques constitutives de l'entendement humain, ce qui revient, du même coup, à élaborer la science de la nature humaine. Quelques exemples empruntés au premier livre, au livre 1 du traité, le confirmeront. On connaît l'importance du concept de croyance dans la genèse de la relation causale. Hume la définit notamment comme une idée vive liée à une impression présente. Or, affirmer qu'une impression vive conduit aux idées reliées à elle, en leur communiquant leur force et leur vivacité, cela ne relève pas de la seule théorie de l'esprit, mais se révèle constitutif ou constituer une maxime générale de la science de la nature humaine. Traité 1, 3, section 8.
De même, lorsque nous adhérons avec une confiance crédule aux paroles d'autrui, la croyance, je cite, naît de la même source que nos inférences des causes aux effets et des effets aux causes. Fin de citation. Et Hume de préciser, je cite, « Il n'y a rien que notre expérience des principes directeurs de la nature humaine, governing principles of human nature, qui puisse nous donner quelque certitude de la véracité des hommes, veracity of men. » La disparition de certains principes épistémiques, notamment l'association coutumière, entraînera la ruine de la nature humaine, traité 1.4.4. Au terme de ces quelques remarques, une question pour nous délicate subsiste. La mise au jour de la nature humaine chez Hume ne consiste plus à exhiber des propriétés anatomiques typiques ou à pointer la différence essentielle que constitue la rationalité, elle-même reconduite à un produit de la nature. La nature humaine regroupe un ensemble de comportements récurrents et les plus fréquents au plan statistique. Parmi eux figurent en bonne place les principes d'association des idées, mais dès lors, n'est-on pas exposé au risque de voir la dite nature humaine perdre sa spécificité et se dissoudre tant il est indéniable que les animaux, eux aussi, associent des perceptions de nature impressionnelle et eidétique et se caractérisent, tout comme l'homme, par des tendances. Je voudrais enfin illustrer, ce sera le dernier moment de mon propos, je vous rassure, je voudrais enfin illustrer les ferments d'une possible crise de la nature humaine au siècle des Lumières, mais aussi évidemment ou éventuellement les conditions d'une possible relance. Hypothèse paradoxale que de parler de crise à propos d'un siècle qui voit la naissance des sciences humaines et notamment de l'anthropologie. Je me bornerai à deux remarques sans méconnaître leur caractère tout à fait programmatique. Premièrement, les Lumières confirment une crise sans précédent de l'essence. On connaît la célèbre apostrophe du rêve de d'Alembert de Diderot. « Et vous parlez d'essence, pauvre philosophe, laissez là vos essences. » J'ai presque honte de citer ce texte ici. Mais... La critique des essences, fondée sur plusieurs constantes épistémiques, s'avère récurrente dans la foisonnante diversité philosophique des Lumières. À la suite de l'essai de Locke, on distingue essence nominale et essence réelle pour souligner aussitôt que ces dernières, les essences réelles, nous restent inaccessibles. Voyez essai 2, 31, 6 ou 3, 3, 15 notamment. Et il y a beaucoup d'autres références. Thèse que de nombreux auteurs reprennent à leur compte. Pour s'en tenir à des penseurs plus ou moins influents sur le siècle des Lumières, je mentionnerai le traité des premières vérités de Claude Buffier en 1724, paragraphes 202 et 213 notamment, l'introduction de l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac, la logique de son cours d'études, 1.4, ou encore l'entrée essence de son dictionnaire des synonymes. Nous ne connaissons l'essence d'aucun être si par le mot essence on entend ce qui constitue la nature qui lui est propre, dira pour sa part d'Holbach dans le système de la nature, livre 2, deuxième partie, chapitre 4. Cette incognoscibilité de l'essence se confirme qu'il s'agisse de l'esprit ou de la matière. Nous ne connaissons l'âme que par ses facultés, et ses facultés que par leur effet, peut-on lire à l'article idée de l'Encyclopédie. Et d'Alembert en dira de même de la matière dans l'article qu'il lui consacre dans la même Encyclopédie, tome 10, page 189. Et Diderot de renchérir dans l'entretien avec d'Alembert, je cite, « D'où savez-vous que la sensibilité est essentiellement incompatible avec la matière, vous qui ne connaissez ni l'essence de la matière, vous qui ne connaissez l'essence de quoi que ce soit, ni de la matière, ni de la sensibilité. » Fin de citation. Au mieux, l'essence ne sera donc que la somme des propriétés d'un être, comme le souligneront d'Holbach, Système de la nature 1.1, ou le naturaliste Charles Bonnet, qui, dans sa contemplation de la nature, écrit, je cite, que nous ignorons les premiers principes dont les essences sont les derniers résultats. Fin de citation. Cette critique des essences connaît deux prolongements significatifs. En premier lieu, s'agissant du concept même de nature, elle met fin à toute tentation essentialiste selon un double point de vue. Ontologique tout d'abord. Si on persiste à en faire une essence, entendue en un sens du reste assez indéterminé, la nature n'est rien.
que l'on se reporte, par exemple, au texte intitulé « Première vue » en ouverture du tome 12 de l'Histoire naturelle de Buffon. Je cite, « La nature est le système des lois établies par le Créateur pour l'existence des choses et pour la succession des êtres. La nature n'est point une chose, car cette chose serait tout. La nature n'est point un être, car cet être serait Dieu. » On ne peut pas être plus clair. D'un point de vue épistémologique ensuite, qui énonce que la nature, et singulièrement celle de l'homme, est inaccessible à l'homme même en raison de son équipement cognitif, je cite, « Il ne faut pas imaginer qu'en nous comparant avec les animaux, nous puissions jamais comprendre la nature de notre être. Nous n'en pouvons découvrir que les facultés », déclare la préface du traité des animaux de Condillac. Et 4 ans plus tôt, d'Alembert était encore plus net. Je le cite, « La nature de l'homme est un mystère impénétrable à l'homme même quand il n'est éclairé que par la raison seule », peut-on lire dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. Et quelques années plus tard, dans ses éléments de philosophie, œuvre plus personnelle, il dira encore « Non seulement nous ignorons la nature de chaque être en particulier, nous ne savons pas même bien distinctement ce que c'est que la nature d'un être en lui-même. » Fin de citation, instruisant une distinction entre connaître comme nous concevons et connaître comme les choses sont. Ce recul de l'essence nourrit tout autant un relativisme touchant la notion d'espèce. Ainsi, chez Buffon, toujours. Seuls existent en effet pour lui les individus, qu'il se plaît à décrire avec luxe, et dans le sillage de la réduction lockéenne des espèces engendrées, qui sont chez Locke, je le rappelle, des classes engendrées par l'esprit, donc dans le sillage de cette réduction lockéenne des espèces, les espèces sont considérées comme des abstractions, normes statistiques plutôt que types transcendants, pour parler comme Georges Huysdorf. Et elle n'implique donc aucun engagement ontologique particulier. Et que dire d'une forme de porosité des règnes naturels, question des zoophytes, ou des espèces? L'homme n'est-il pas simplement un animal qui a un peu plus d'idées que d'autres, pour paraphraser le premier chapitre du traité de métaphysique de Voltaire? Deuxième remarque, la critique de l'essentialisme et des essences entraîne une autre conséquence, relative cette fois à la stabilité temporelle des espèces. Tout change dans la nature, tout s'altère, tout périt, peut-on lire dans l'article « Homme » de l'encyclopédie. Tant s'en faut que le Créateur ait fixé, une fois pour toutes, la nature en un ensemble d'espèces invariables. Le matérialisme combinatoire d'un Diderot conduit bien plutôt à l'idée d'une nature encore à l'ouvrage, constituée d'êtres en vicissitude perpétuelle. L'hypothèse se donne libre cours dans son chef-d'œuvre méthodologique que sont les Pensées sur l'interprétation de la nature de 1753. Je demande donc, écrit-il au paragraphe 58, si les métaux ont toujours été et seront toujours tels qu'ils sont, si les plantes ont toujours été et seront toujours telles qu'elles sont, si les animaux ont toujours été et ont toujours été tels qu'ils sont, etc. N'est-il pas tentant d'entendre dans ce « etc. » final qu'un tel principe d'évolutivité s'applique évidemment à cette espèce animale particulière qu'est l'homme lui-même? La relativité des notions d'individu et d'espèce autorise un transfert de l'un à l'autre par analogie. Je cite, « De même que dans les règnes animal et végétal, un individu commence, pour ainsi dire, s'accroît, dure, dépérit et passe, de même, n'en serait-il pas de même dans des espèces entières ?» Fin de citation. La nature n'invente pas seulement de nouvelles espèces, mais, sur le temps long, fait évoluer et transforme insensiblement chaque espèce existante. D'où, en définitive, la précarité des définitions dans lesquelles on prétend enfermer la réalité humaine. Ainsi, l'article « Homme » de l'encyclopédie peut-il stipuler que, je cite, « ce que nous sommes ne peut pas être compris dans une définition. Pour en montrer seulement une partie, il faut encore des divisions et des détails. » Fin de citation. Je tente de conclure. Le bref parcours qu'on a proposé autorise au moins 2 questions directrices. Que reste-t-il de la nature humaine? Pour citer ou reprendre, là aussi ironiquement, le titre d'un livre qui fut cité lors du premier cours.
Quelles conditions le discours philosophique doit-il satisfaire pour conserver à la nature, à l'essence, sa pertinence explicative? À l'évidence, la nature humaine n'est plus la formule éternelle d'un ensemble d'invariants géographiques, biologiques, cognitifs, voire moraux. Les récits des voyageurs en témoignent, autant que les projets éducatifs du siècle des Lumières, qui, à l'instar d'Helvétius, nourrissent l'espoir de perfectionner, si ce n'est de transformer, par l'éducation, une nature humaine devenue largement plastique et malléable. La rupture avec l'essentialisme de ses origines libère les conditions de possibilité d'un traitement positif de la nature humaine. C'est, ne l'oublions pas, au siècle des Lumières que naissent positivement l'anthropologie et la psychologie empirique. Outre les lois qui régissent les relations entre composants, dont la nature ultime nous échappe le plus souvent, la nature humaine se conçoit comme une série de diverses propriétés observables et récurrentes, sans qu'il soit jamais possible, peut-être, de prétendre à l'intangible d'un universel. Dans une telle perspective, l'essence ne doit son salut, si je puis dire, qu'à une profonde mutation de son statut épistémique et donc métaphysique. La formulation d'une essence ne saurait résulter d'un processus d'abstraction éliminatif au détriment des particularités circonstancielles. Bien plutôt, l'essence de l'homme ne doit-elle s'appréhender que comme un résultat par une quasi-sommation des propriétés réputées empiriquement récurrentes. C'est aux sciences d'observation qu'il revient de construire un modèle ou, si on veut, un profil d'entité qui satisfera les conditions requises. Les conditions requises pour qu'on puisse parler d'une essence. Ainsi peut-être faut-il comprendre le projet, si cher aux Lumières, d'une réconciliation de la métaphysique et de l'expérience. Qu'elle fut réalisée ou simplement rêvée, c'est une autre histoire. Je vous remercie.